Si je vous dis Chance of Love, Love bleu, Parce que je t'aime, La courtisane, est-ce que c'est du Verlaine, du Victor Hugo? Mais non, c'est du Alain Neymarck, parce que le président de Mauboussin aime baptiser lui-même ses bijoux. Alain Neymarck, bonjour, bienvenue. Bonjour. Dans l'émission i24 News Business Club. Alors, c'est vrai que dans ce cercle très fermé de la haute joaillerie, vous êtes un non-héritier qui a pris les commandes de cette maison Mauboussin créée en 1827. Vos parents étaient rescapés de la Shoah. Vous avez débuté dans le textile, mais rien ne vous prédestinait à travailler dans la bijouterie. Non, mais en fait, un parcours professionnel ou un parcours de vie, c'est saisir les opportunités, c'est des rencontres, et c'est comme ça que s'est construit la vie. Voilà, et c'est comme ça que je suis à la tête de Mauboussin depuis 20 ans. Alors, Mauboussin a une période faste, lors de l'art déco, l'époque des pierres précieuses, de la création géométrique, la forme, l'optimisation du poids du métal. C'est toute cette équation, ces paramètres, cette alchimie qui vous ont attiré? Je crois qu'en fait, c'est une maison très particulière parce que c'est une maison qui a toujours été guidée par la création, toujours été guidée par la volonté de son dirigeant, parce qu'il était le directeur artistique de la maison, de progresser sur ce chemin d'oxygène qu'est le chemin créatif. Alors c'est vrai que l'enjeu au milieu du 19e siècle, c'était de faire des parures de haute joaillerie beaucoup plus portables, puisqu'en fait les parures étaient très lourdes, que les femmes avaient du mal à les conserver une soirée entière, et la magie de Monsieur Nourri, le créateur d'origine de la maison, ça a été d'alléger, de trouver un brevet et d'alléger les parures. Puis tout au long de la vie, il y a eu des représentants de la famille Mauboussin reprenant le flambeau et capables de rentrer dans l'ère du temps. En fait, Mauboussin, c'est l'ère du temps, et ça l'est tout autant, par exemple, dans les années 60, avec les collections Harlequin, que ça l'est dans les collections de l'art déco, et ça l'est dans les collections d'aujourd'hui de la même manière. Il n'y a pas eu de rupture dans la vie de cette société. En gros, 200 ans, c'est 10 dirigeants. Donc c'est pratiquement un dirigeant par génération, et c'est ça qui est exemplaire, parce que pour porter la création d'une maison, il faut avoir du temps. Et le temps est vraiment le capital que Mauboussin a su préserver. Et puis, jusqu'à nos jours, la maison Mauboussin est restée indépendante, je le souligne, parce que c'est remarquable à l'heure où toutes les maisons familiales de la joaillerie française se sont adossées à de grands groupes financiers. Donc c'est un engagement quand même. Oui, c'est surtout une méthode de passage de témoin. De Nourri, le premier dirigeant, cousin en fait de la famille Mauboussin, Georges Mauboussin, puis ensuite les différents dirigeants, il y a eu une espèce de passage de témoin, et il y a eu un passage de témoin en 2002 entre Patrick Mauboussin et Dominique Frémont, qui était un financier suisse. C'est à ce moment-là que moi j'ai rejoint la maison et que j'ai été formé par Patrick Mauboussin à la joaillerie et coopté en réalité, je dirais, par le couple Dominique Frémont et Patrick Mauboussin. Et puis en 2019, quand Dominique a voulu céder sa majorité, il m'a donné l'opportunité de reprendre le témoin, de reprendre moi-même l'affaire au travers d'un LBO, et avec l'aide d'une autre famille, puisqu'en fait, je me suis associé avec la famille Houzé, les propriétaires des Galeries Lafayette, qui m'ont donc rejoint dans cette aventure et qui en sont aujourd'hui majoritaires puisqu'ils ont 55% du capital à mes côtés. Puis je précise que vous êtes responsable du pôle joaillerie des Galeries Lafayette d'ailleurs. Je suis responsable en fait de Mauboussin dans la mesure où le responsable du pôle joaillerie réellement des Galeries Lafayette, c'est Arthur Lemoine, qui est un neveu de la famille. Alors, ça a l'air facile, mais l'essor de Mauboussin, vraiment, est spectaculaire. Vous avez imprimé votre marque. Aujourd'hui, la réussite saute aux yeux. 80 magasins contre 1 il y a 10 ans. Mais vous avez fait un pari très risqué. Je vous propose d'écouter l'analyse de Sandrine Marco, présidente déléguée de l'UBH, l'Union de la bijouterie. On va revenir sur cette stratégie que vous avez jouée. La stratégie de Mauboussin a été très disruptive. La preuve est qu'elle figurait dans les bons manuels de stratégie. Très disruptive dans le fait que, en fait, elle ait permis l'accès à la joaillerie à un grand nombre, en fait, un plus grand nombre de personnes, donc par des prix effectivement tirés davantage vers le bas, avec une qualité respectée. Donc c'est vrai qu'en ça, c'était très innovant pour, je
dirais, le rebelle de la place Vendôme, pour citer le titre d'un de ses ouvrages, et donc de se faire connaître et surtout de vendre au plus grand nombre. Donc c'est vrai que parmi les joailliers que l'on connaît, le business model a été plutôt innovant. Le fait justement de changer un peu de business model et de pouvoir élargir a été vraiment révolutionnaire. Donc c'est vrai que la clientèle, elle, s'est élargie. Le réseau de distribution aussi en France s'est élargi, avec également une particularité, c'est le souhait, et d'ailleurs la réalisation d'Alain Neymarck, de relocaliser une partie de la production en France et de pouvoir redistribuer dans un réseau également de distributeurs, donc de bijoutiers élargi, donc donnant aussi une approche aux clients assez différente, c'est-à-dire qu'on démocratise effectivement le produit, mais on lui permet aussi d'être accessible dans de nombreux points de vente. Voilà, le rebelle de la place Vendôme, je l'ai en face de moi. On revient sur cette stratégie, généraliser, démocratiser la joaillerie. Ça a l'air facile, mais vous avez été très décrié quand vous avez commencé. J'étais décrié, mais c'est pas ça qui est en fait très important. C'est que j'ai été un témoin. Je ne suis pas simplement l'enfant d'une famille sauvée de la Shoah. Je suis en fait un pur produit de la génération des années 70, 80, qui est une génération qui en fait a connu une forme d'ouverture sociale. J'ai pu progresser dans la société française à l'époque par l'école républicaine. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette période? C'est une période où on va ouvrir un certain nombre de possibilités à des gens qui jusqu'à présent ne pouvaient en fait atteindre ces possibilités. Alors en fait, qu'est-ce que je pense en 2002 de ce métier en tant que néophyte arrivant? Eh bien, c'est que tout simplement, la haute joaillerie est à l'époque un métier dans lequel on fabrique des trophées. On fabrique des trophées pour les riches, en fait pour des hommes riches, qui vont offrir ces trophées à d'autres trophées, les compagnes qu'ils se choisissent, et pas simplement par grandeur d'âme, mais aussi, ni par amour, bien que ce soit sûrement le critère dominant, mais aussi parce que ça leur permet de briller en société dans la mesure où ils se servent de ces trophées féminins comme des sapins de Noël pour exhiber leur puissance au travers des trophées qu'ils ont achetés. Un simple signe extérieur de richesse. De puissance. De puissance. Mais moi, je pense que mes copines d'école, c'est-à-dire celles qui sont entrées en classe préparatoire quand je suis rentré en classe préparatoire, puis quelques années plus tard, leurs filles, en fait, sont des femmes qui veulent absolument, à l'époque, choisir ou vont vouloir choisir leurs bijoux parce que ces bijoux sont des cartes d'identité. Ces bijoux sont une seconde peau. Et en fait, on préfère choisir soi-même la personnalité sociale que l'on va avoir à assumer. Donc je me dis que ce que j'ai pu connaître à l'intérieur de la maison Saint-Laurent, avec notamment une féminisation considérable de l'achat de mode chez Saint-Laurent au cours des années 80-90, bien en fait, on va le connaître dans la joaillerie très vite. Les femmes vont vouloir choisir elles-mêmes leurs bijoux et elles vont vouloir la même chose, c'est-à-dire qu'elles vont vouloir choisir la création, l'oxygène, le renouvellement, l'adaptation au temps qui passe et pas des espèces d'objets figés, porteux essentiellement d'un statut social et peut-être d'une personnalité qui n'est pas la leur. C'est vrai que le mouvement MeToo encourageant la prise de parole des femmes qui s'est vraiment amplifié en 2017, dans le domaine, vous avez été un précurseur. Quand on vous écoute, vous avez suivi la libéralisation des femmes dans les années 70 et il y a les années 80, la loi sur l'avortement. Donc pour vous, ce n'est pas nécessairement l'homme qui achète le bijou à sa femme. La femme peut choisir en toute autonomie, se faire plaisir, quoi. En tout état de cause, la femme peut choisir ce qu'elle va porter et elle-même doit choisir ce qu'elle va porter. Que l'homme lui offre, pourquoi pas, bien sûr. Mais simplement, ce qui est important, c'est qu'elle choisisse en fait la personnalité qu'elle a envie d'assumer. Alors des femmes, il y en a partout dans le monde. Le groupe Mauboussin s'est internationalisé. Et je me suis laissé dire que vous avez des projets particulièrement en Israël. Ça fait partie des pays sur la carte qui vous font de l'œil. Oui, Israël, c'est une expérience parce que, en fait, je me suis installé avec un magasin sur Kikar Medina il y a un certain nombre d'années. Et Kikar Medina, ça avait une valeur symbolique pour moi,
puisque lorsque j'allais travailler comme travailleur volontaire au kibbutz quand j'avais 17 ou 18 ans, généralement, j'obtenais de mes parents la possibilité de passer 2 jours à Tel Aviv avant, alors que j'avais pas beaucoup d'argent de poche. Et en fait, j'allais me promener Kikar Medina, parce que Kikar Medina, à l'époque, c'était le seul endroit où on pouvait trouver, en tout cas pour moi, c'était le sentiment que j'en avais, des objets un peu hors du commun en Israël. C'était le seul endroit où il y avait des produits de luxe. Alors aujourd'hui, si on regarde l'avenir, vous avez des projets à nouveau, pas nécessairement au même endroit. En fait, c'est pas ça, c'est que j'avais des projets dès le lendemain du jour où je me suis implanté à Kikar Medina. Ça consistait à bouger de Kikar Medina pour essayer d'aller au canyon de Ramat Aviv, c'est-à-dire là où se situait la consommation de mode, de création, etc. Bien évidemment, il y a d'autres endroits en Israël, mais c'est quand même l'endroit principal où une marque internationale peut essayer de s'implanter, sauf que l'entrée au canyon de Ramat Aviv est en fait une espèce de parcours du combattant, et c'est un parcours du combattant auquel il est difficile de réussir, en tous les cas depuis la France, et pas forcément avec les ouvertures qui étaient les miennes. Il y a des chances qu'on vous y retrouve, justement, on verra où, suspense. Le groupe, la marque, vous l'avez déployé sur des chaussures, sur des parfums, sur des montres. On va voir à l'écran ces magnifiques montres. Il y en a une qui s'appelle « Le temps ne s'arrête jamais », une montre avec un verre saphir. Vous pouvez décliner la marque sur tout maintenant. Non, je ne suis pas sûr qu'il faut la décliner sur tout. Il faut la décliner sur tous les objets sur lesquels on a le sentiment que l'esprit créatif qui est le nôtre a une chance de se différencier. Eh bien, je le disais, le temps ne s'arrête jamais, c'est le nom d'une de vos montres. Mais ici, au studio, il s'arrête. Merci Alain Neymarck d'avoir participé à notre émission i24 News Business Club. Je vous remercie d'autant plus de votre disponibilité que c'est la période la plus intense de l'année pour vous. L'heure et la manière, c'était Alain Neymarck, le président de Mauboussin. Merci pour cet entretien. Merci à vous.